Alors, ce n'est pas une provocation, c'est une réalité. En fait, ce qui nous donne l'impression que c'est trop cher, c'est juste qu'on en consomme trop. Mais par rapport au service en fait, que l'énergie nous rend, il est clair que en fait, ce n'est absolument pas cher, hein, puisque on va dire que s'il fallait, par exemple, l'équivalent d'un litre de pétrole, eh bien, il faudrait qu'une personne travaille pendant au moins une cinquantaine d'heures très dur, et donc on imagine ce que ça coûterait s'il fallait payer ça par rapport à un litre de pétrole, un litre d'essence qui va coûter 1,30 €, 1,40 €, 1,50 €. Donc non, par rapport au service que cela nous rend, l'énergie n'est pas chère du tout, le pétrole n'est pas cher du tout, et encore une fois, c'est juste parce qu'on en consomme tellement qu'évidemment, eh bien, ça nous paraît extrêmement cher. Les gaz et pétroles de schiste, aujourd'hui, sont exploités essentiellement aux États-Unis pour un certain nombre de raisons, et notamment le fait que ce sont des territoires très vastes et qui fait qu'il n'y a pas d'opposition ou très peu de la part de la population. Mais surtout, en fait, c'est aujourd'hui une énorme machinerie de communication, puisque l'industrie du gaz de schiste est actuellement en perte d'argent, hein. Elle perd actuellement 10 milliards de dollars tous les mois. Donc on pense surtout qu'il s'agit d'une bulle spéculative, puisque aujourd'hui ce n'est pas rentable. Alors ce qui est extrêmement compliqué à comprendre, c'est que effectivement aujourd'hui on voit une courbe de production qui monte. Alors on se dit, bah, après tout, est-ce que ça va pouvoir continuer comme ça? Et donc tant qu'on voit cette courbe qui monte, on se dit, bon, bah, après tout, il n'y a pas de raison, ça va continuer. Or, quand on analyse en fait l'ensemble des composantes, et ça serait trop long de les détailler là, mais entre l'utilisation de l'eau potable, entre l'utilisation du sable, l'emprise au sol des installations de fracturation hydraulique, toutes ces choses-là, eh bien on se rend compte qu'on va avoir une limite qui ne va pas être du tout dans 50 ou 100 ans comme certains voudraient le dire, mais plutôt beaucoup plus tôt en fait, donc plutôt aux alentours avant 2020. Donc voilà, ça, effectivement, ça en rajoute, hein. C'est du pétrole ou du gaz qu'avant on n'était pas capable d'extraire par rapport au coût que ça représentait. Aujourd'hui on sait le faire, mais ça ne va pas changer la donne au niveau global et au niveau mondial. Ça signifie que aujourd'hui l'ensemble des citoyens part du principe qu'il ne peut rien nous arriver. C'est-à-dire que les supermarchés seront toujours pleins, il y aura toujours de l'électricité à la prise de courant, il y aura toujours des médicaments dans les pharmacies. Or, on se rend compte que à la fois la production alimentaire et sa distribution, la production des médicaments, l'accès aux services de soins, la construction des habitats, le chauffage de l'habitat, etc., toutes ces choses-là sont à un moment donné dépendantes du pétrole. Or, du pétrole, on n'en a pas. En France, on n'a pas de pétrole, on en importe 99% de ce qu'on consomme. Donc, ça veut dire que on va forcément subir des changements dans les mois, dans les années qui viennent. Et donc, l'idée d'être résilient et de se préparer, c'est déjà d'accepter cette vulnérabilité, de se dire il peut nous arriver quelque chose. Et donc, plutôt que de le nier et de ne rien préparer du tout, eh bien, j'invite simplement les citoyens, les collectivités locales, les entreprises à se questionner, à se dire « Eh tiens, et s'il m'arrivait quelque chose? Et si quelque chose survenait qui nous empêche de continuer à fonctionner comme nous avons fonctionné jusqu'à présent? Est-ce que je ne peux pas essayer de l'anticiper et donc eh bien, de m'organiser d'une manière différente, donc peut-être en remettant en place des stocks ou en diversifiant mes sources de production ou en diversifiant eh bien, ce que je vais consommer, eh bien, en faisant en sorte d'être plus à même de vivre ces changements tout en continuant à vivre le plus sereinement possible. Le fait de se passer de pétrole va devoir nous inciter à redensifier le tissu local, tissu économique, énergétique, etc., pour faire en sorte eh bien, de ne plus avoir cette dépendance aux énergies fossiles. Et donc c'est une bonne nouvelle, on va dire, ça peut être une bonne nouvelle pour le lien social et pour tout ce qui peut émerger d'une telle modification de l'organisation. Par contre, si on ne s'y prend pas assez tôt, ça pourrait être extrêmement difficile puisqu'on est quand même dans un monde assez individualiste où en plus l'économie locale a été énormément détruite par eh bien, la mondialisation, et donc il va falloir passer par cette grande phase importante où on va redensifier localement, sans quoi ça risque d'être extrêmement difficile pour l'ensemble des citoyens s'il n'y a pas cette phase d'anticipation. Voilà, donc ça peut être une bonne nouvelle si on le prend en compte et si on passe à l'action. Si par contre on ne prépare rien, ça peut potentiellement très mal se passer.
qu'ici la problématique ça va être essentiellement le transport, parce que vous allez avoir des surfaces qui vont vous permettre de cultiver, de faire des potagers, de faire des jardins collectifs, etc. Dans le 15e ou dans n'importe quel arrondissement de Paris, le problème ça ne va pas être le transport, ça va être de savoir comment on mange. Donc déjà c'est de cibler les priorités, hein, de se recentrer sur qu'est-ce qui est essentiel, qu'est-ce qui est vital pour les citoyens du territoire. Et à partir de là, donc en général, je propose de s'axer sur 3 besoins fondamentaux que sont donc le fait de manger, de boire, le fait d'avoir accès aux soins et à l'hygiène et le fait d'avoir un toit sur la tête, d'être tenu au chaud et d'avoir des vêtements. Bon, donc en gros, alimentation, santé, habitat sont les 3 éléments pour lesquels eh bien, chaque territoire doit se poser les bonnes questions. Donc ce n'est pas à moi de proposer les choses, c'est à chaque territoire de trouver ses propres solutions en fonction de son contexte local, en fonction de sa géographie, de son climat, etc. etc. Voilà. Donc il n'y a pas de solution miracle qui peut convenir à tout le monde. Il faut que chaque territoire, donc je dirais que la première des choses à faire, c'est de commencer à parler à son voisin, et puis avec son voisin et avec ses voisins, de commencer à construire ensemble eh bien, ce monde de demain.